Alors on y va, Virginie Lemoine, rebonjour. On s'était quitté le mois dernier, on a parlé de vous, des échanges très intéressants. Je pense que nos festivaliers et internautes en savent un peu plus sur vous. Maintenant on va parler théâtre, puisque c'est vrai que réduire Virginie Lemoine à l'humoriste, c'est ne rien comprendre à votre parcours. Alors vous avez exploré toutes les formes théâtrales possibles, on peut dire, à commencer par le spectacle d'humour, vous avez comme commencé par ça, qui vous a fait connaître et avec lequel vous avez triomphé. Il y a eu tout d'abord ce duo que vous avez formé sur scène pendant 3 ans avec Laurent Gérard, qui vous a valu, il faut quand même le rappeler, Molière du meilleur spectacle d'humour, c'est pas rien. Faire rire à deux tous les soirs le public, ça nécessite, je suppose, enfin j'en suis même sûr, une entente parfaite avec son partenaire. Quelle était votre méthode de travail avec Laurent? Y avait-il des improvisations sur scène? Qu'est-ce que vous retenez de cette collaboration avec Laurent Gérard? C'était tout à fait joyeux. On est très différents l'un de l'autre. On a même les mêmes opinions politiques. Donc ça, c'était très bien parce que ça nous faisait des éclairages tout à fait différents. Non, on s'entendait très bien. Voilà, bien sûr, on a improvisé quelquefois sur scène et quelquefois ça me faisait mal au cœur parce qu'il est tellement bon public, Laurent, que je préparais des farces et je savais qu'il ne résisterait pas. Et je l'ai vu quelquefois, mais s'effondrer sur scène en pleurant. Il y avait les larmes qui mouillaient les planches de la scène. Oui, c'était vraiment chouette, Laurent. Vous disiez qu'il était un peu pipi-caca, hein, c'est un humour un peu pipi-caca. Alors oui, le sien, oui. Bon, voilà, fois, ça fait rire beaucoup de gens. Moi, ça peut plus ou moins rire. Bon, il le sait, puis voilà. Mais ça peut être très drôle aussi. Hein. Ça reste quand même une collaboration très positive. Oui, très positive. Et puis, on ne peut pas réduire Laurent à ça, hein, parce que c'est quand même quelqu'un qui écrit aussi beaucoup et qui a un vrai œil, un œil très amusé, tellement drôle. Quoi. Mais tellement drôle. Il faisait hurler de rire dans la vie. Quand on voyageait ensemble, il avait la réflexion du comble. C'était une réflexion par voyage. Donc, je l'attendais. Alors, on va à New York, et puis à New York. C'est grand, hein. C'était la réflexion du coup. En Thaïlande, il dit, voyons, il fait chaud. Enfin, voilà. Il est très drôle, il me fait vraiment beaucoup rire. Alors, vous le disiez sur le précédent entretien, c'est vous qui avez décidé d'arrêter le duo, alors que ça marchait, hein, vous auriez pu continuer. Et donc, sur les conseils de votre frère? Non, mes frères ont été le détonateur, ils sont venus tous les deux, ils m'ont dit, mais j'avais décidé. Voilà, vous aviez fait le constat par vous-même. Oui, j'avais décidé d'arrêter parce que j'étais juste pas à ma place. Voilà. Laurent était parfaitement à sa place, il y est resté, et d'ailleurs mon départ, je pense, lui a permis d'éclater. Et non, c'était pas mon chemin, c'était pas ma trajectoire de passer par là un petit moment, mais après elle n'appartenait pas à cet espace-là. Ça a été formateur quand même, je suppose. Ah, mais c'était formidable. Voilà, dans votre parcours, c'est très joyeux. Voilà. Puis à un moment, je me suis dit, bon, maintenant il faut que j'aille à ma rencontre. D'accord, ok. Alors après le duo, vous avez enchaîné avec le seul en scène, avec votre spectacle Virginie ne fait pas le moine. Oui. Donc lorsque l'on vous interroge sur ce spectacle, vous dites « Je l'ai fait juste pour me faire connaître, je n'ai pas du tout pris de plaisir à l'exercice, je n'ai plus du tout envie de faire ça. » Ah non, j'ai jamais aimé ça. Mais alors, normalement, ça s'appelait juste Virginie le moine. Après, c'est devenu avec la presse, la vie ne fait pas le moine, mais j'ai jamais appelé comme ça. Ah d'accord. En fait, ça c'était le 3e, j'avais commencé pour me faire connaître du public. Dans les années 80. Mais non, j'ai jamais aimé ça, je ne suis pas douée pour ça. D'ailleurs, j'animais un univers complètement brandin qui ne correspondait pas du tout à l'image que les gens avaient de moi. Ce qui fait que les gens qui venaient entraînant les pieds, c'était plutôt agréablement surpris. Les gens qui venaient chercher ce qu'ils connaissaient, ils étaient déçus. Donc, non, franchement, c'est pas du tout un univers. Donc là, c'est ce que vous appelez le syndrome de la supercherie, c'est ça? Non, j'ai lu ça. C'est quoi le syndrome de la supercherie? C'est quand on vous appelle pour un rôle, pour un film, vous dites, oh là là, je ne vais jamais être à la hauteur. D'accord. Mais j'avais rencontré un jour Philippe Noiret, tellement délicieux, et qui m'avait dit, quand je reçois une pièce ou un scénario, je me dis toujours, mais comment je vais me dépatouiller de ça? Mais c'était extraordinaire. Hein. Je dis, bon, si Philippe Noiret dit ça... Non, mais c'est vrai qu'on a toujours très peur de ne pas être à la hauteur. Donc c'est un petit peu un manque de confiance en soi, quoi. Oui, qui est nécessaire, je pense. Il ne faut pas être non plus... je ne sais pas si le fait d'être... Ça peut aider. Mais je pense que le manque de confiance en soi, mais il fait chercher. Je pense qu'il y a le doute est nécessaire. Ah oui, oui. Alors, le duo, le solo, et puis après, il y a eu, je pense que c'est ce que vous préférez, le travail de troupe avec les pièces de boulevard, Mariage et conséquences, Alain Necbourne, Si c'était à refaire, Laurent Ruquier, Tout le plaisir est pour nous, Ray Kounet, entre autres, hein, je le résume. En quoi
la mécanique du rire est-elle différente des spectacles d'humour que vous avez pu faire avec Laurent Gérard ou seul en scène? C'est une histoire, donc c'est souvent la situation qui fait rire. Ouais. Voilà, et puis il y a un phénomène de troupe, tout est partagé, le plaisir Ouais. est partagé, etc. Moi, je trouve ça beaucoup plus agréable. Oui, Ouais. d'accord. Moi, j'aime bien ça. Ouais. Là, le rire, vous le partagez, donc vous ne le prenez pas forcément pour vous, quoi. Non, puis moi, alors, je pense que c'est une qualité, je suis bonne partenaire, j'arrive toujours à... Je lance bien l'assiette. D'accord. Voilà, si c'est pas moi qui fais l'effet, ça veut complètement... Enfin, ça veut rien dire, parce que l'effet, on le fait ensemble. C'est un chat qui est en train de refaire l'architecture des coussins. Voilà. Et... non, ça c'est complètement égal. D'accord. Je trouve qu'il y a un phénomène de globalité. Vous allez voir une comédie, vous dites pas après, tiens, vous riez de l'histoire qu'on vous a racontée. De Funès, on allait le voir pour lui. Ah oui, ça c'est, oui, bien sûr. Mais c'était bâti autour de lui. Mais voilà. La comédie n'était pas bâti autour de moi. Donc, voilà. Donc oui, c'est en fait le travail de troupe finalement que vous préférez plutôt que le seul en scène. Ah oui, ça c'est incontestable. Incontestable. Alors, il y a eu plus récemment, donc on quitte le boulevard, on continue, on explore les différentes formes de théâtre, et puis il y a eu plus récemment la pièce qui vous vraiment tenait à cœur, que vous avez mise en scène, qui a été jouée pendant 3 ans, Le Bal, bien sûr, Irène Nemirovsky, adaptée à l'écran en 1931 avec Daniel Darrieux. Vous avez eu le film? Oui. Alors, pourquoi ce projet? Pourquoi ça vous tenait à cœur? En fait, j'ai une passion pour Irène Nemirovsky, qui est vraiment une prédilection, vraiment. Je la trouve extraordinaire. Je trouve que son écriture est riche, elle est ciselée, elle est haletante, elle est tellement juste, il y a une perception de la réalité qui est très 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 aiguë, et en même temps elle est tellement drôle, c'est tellement drôle. Et l'humour d'Irène Nemirovsky apparaît pas forcément quand on le lit, je parle en tout cas pour moi, mais quand on le représente, alors là c'est extraordinaire. Et oui, je voulais monter Le Bal, et puis en plus j'avais près de moi 2 comédiennes qui me semblaient idéales. Il y avait Lucie Barret qui faisait ma fille en famille d'accueil. Et puis une autre comédienne qui a bouleversé ma vie, qui s'appelle Brigitte Faure, qui avait joué la diva de Sarcelles. Et je me suis dit, il faut que je les réunisse toutes les deux. Et elles ont été la mère et la fille du Bal. Et du coup, le spectacle s'est joué pendant 3 ans. Ça a été absolument extraordinaire. Ça m'a permis de rencontrer la famille Nemirovsky, déjà la fille d'Irène Nemirovsky, Denise Epstein, avec qui j'ai eu tellement la chance de tisser des liens d'amitié qui étaient tellement fondamentaux pour moi. Quand je recevais un mail de Denise, mais mon cœur battait, c'était vraiment extraordinaire. Et puis l'amitié perdure aujourd'hui. J'ai monté Suite Française, je suis en train de travailler à l'adaptation de la première partie de Suite Française, Tempête en juin. D'accord. Et c'est fondamental dans ma vie. D'accord. Donc c'était important à la fin du spectacle de rendre hommage à Irène comme vous l'avez fait? Oui, absolument, parce que moi j'ai découvert l'écrivain parce que je lis pas mal, un petit peu, et j'écoute toujours avec attention les prix littéraires, et j'entends que le prix Renaudot était attribué à Irène Nemirovsky. Je n'avais jamais entendu parler d'elle, et j'entends le récit de sa vie, et j'en ai été bouleversée, parce que c'est un écrivain qui avait vraiment un renom international, et qui a été victime de la Shoah, arrêtée en 1942, et puis elle a été déportée à Auschwitz, elle est morte en août. Et puis voilà, et puis du coup, toute son œuvre est partie un peu aux oubliettes, comme certainement beaucoup d'œuvres de beaucoup d'artistes. Et ça m'a bouleversée, comme peut me bouleverser tout récit de toute vie fauchée par la Shoah, parce que ça n'a... C'est une telle absurdité. Si on parle d'un cordonnier qui avait son petit commerce de chaussures, et là on est allé l'arrêter, c'est le débat. C'est très très bouleversant. Moi, je sais pas. Donc je me suis précipitée à la FNAC, j'ai vu que la Suite Française était assez volumineux, je me suis dit, j'ai commencé par une petite chose, j'ai commencé par Le Bal, j'ai été éblouie, j'ai acheté Suite Française et j'ai lu toute son œuvre, tout, et j'ai lu tout ce qui la concerne. D'accord. Alors, Irène Nemirovsky, que vous avez retrouvée, si je puis dire, à Avignon cette année avec Suite Française, dans laquelle vous avez mis en scène notre marraine de l'année dernière, c'est un petit monde, hein, Béatrice Agéna, avec Florence Pernel. J'ai vu un reportage où on vous voit accueillir tous les soirs le public d'Avignon. Pourquoi ce contact avec le public? C'était important pour vous de faire ça? C'est très important, c'est très important d'accueillir les gens. Et puis, parfois, ils me disent un mot, ils me disent... on aime beaucoup le roman, ou alors on est venu voir Le Bal, on vient voir Suite Française. Je trouve que c'est très, très, très important. Cette année, on y retourne,
On sera un peu plus tard, vers 8h45, au balcon. Et je pourrai les accueillir 15 jours sur 2 parce que j'ai un autre spectacle qui va se jouer exactement à la même heure dans un autre théâtre. Donc je vais trouver quelqu'un parce que je trouve que c'est très très important que les gens soient toujours accueillis. Ah, c'est bien, d'accord. Oui, j'apprécie. Avec mon association Petit Théâtre Entre Amis, je peux vous dire que les adhérents, ils adorent pouvoir parler aux comédiens et aller au-delà du spectacle. C'est très intéressant, très important. Alors, en parlant d'Avignon, vous dites, à Avignon, on ne sait jamais ce qui nous attend. C'est comme si on partait dans un pays étranger. Pourquoi ça? On ne sait pas. Enfin, je veux dire que tout est remis à zéro. Avignon, pendant 3 semaines, c'est une terre de théâtre et de création. Et alors, tout est possible. Vous pouvez avoir un comédien qui est connu et reconnu, qui ne rencontre pas le public, un tout petit spectacle qui s'est monté sans moyens, qui est tout d'un coup, et c'est très bien, heureusement, tout d'un coup salué par la critique, tout le monde s'y précipite. Et puis il y a beaucoup d'injustices, comme dans ce métier, il y a des spectacles qui sont des merveilles, et voilà, qui se jouent devant 3 personnes, des spectacles que je trouve moins créatifs, moins intéressants, et qui sont pleins, mais c'est très bien aussi. Voilà, mais on sait jamais. Il y a une offre telle, il y a plus de 1200, c'est incroyable. Il y en a plusieurs centaines qui arrêtent à la fin de la première semaine. Alors justement, on parlait de Virginie Lemoine, metteuse en scène. Quelle metteuse en scène êtes-vous? Est-ce que vous êtes du genre un peu dictateur, tu fais ci, tu fais ça, ou vous laissez... Non, mais je suis très précise. Je suis très précise. Je sais exactement où je vais emmener les comédiens. J'ai vraiment j'attends pas des comédiens qui façonnent mon point de vue, en tout cas. Voilà, d'accord. Mais je suis très respectueux de leur point de vue. Et alors ça peut faire l'objet de débats qui sont toujours très sympathiques et constructifs. Et non, je suis très très précise et extrêmement respectueuse. D'accord, donc vous êtes à l'écoute, mais vous savez ce que vous voulez. Oui. Alors, vous pouvez nous parler les notes de mise en scène de Madame Lemoine que vous avez échangées sur Internet avec les comédiens du 31. C'est pour rigoler, c'était pour rigoler, c'était pour faire un peu de buzz. Oui, je faisais le metteuse en scène atroce, abominable, qui hurlait sur les comédiens, qui menace d'être remplacé par un petit chien. Enfin oui, ça c'était... Ah, d'accord. C'était pour rigoler. C'était un gag. Oui. Alors, en parlant de comédie musicale, parce que je viens de parler de 31, est-ce que c'est plus compliqué en tant que metteur en scène de mettre en scène une comédie musicale qu'une pièce classique? Non, pareil, pour moi c'est la même chose. Il n'y a pas une technicité particulière? Non. D'accord. Aucune. Non, je ne vois pas la différence. D'accord. Alors, enfin, dernière casquette de Virginie Lemoine, c'est la casquette auteur. Je voulais quand même aborder rapidement cette casquette avec vous, enfin ce talent surtout. Une diva à Sarcelles, vous venez de le dire, qui a obtenu le prix du meilleur spectacle musical au Off d'Avignon en 2015. Brigitte, directeur d'agence, les Maurice Girls, on a parlé lors du précédent entretien. Lequel de ces spectacles, c'est horrible ce que je vous demande, lequel de ces spectacles êtes-vous le plus fier? Lequel vous ressemble le plus entre la diva à Sarcelles, entre Brigitte, directeur d'agence, entre les Maurice Girls? Je ne sais pas, parce qu'on met à chaque fois un peu de soi dans les spectacles, ils sont très très différents. Moi j'ai un rapport avec la diva de Sarcelles un peu particulier, parce que c'était mon premier spectacle, et il a une histoire absolument incroyable. Mais c'est vrai qu'on l'a joué il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, et j'ai endossé un tout petit rôle dedans. Et en l'écoutant attentivement, je me dis ça ressemble quand même à un peu une œuvre de jeunesse. Je pense qu'après j'étais un peu plus structurée dans mon travail. Donc, mais c'est l'histoire d'une diva qui a perdu pied, qui a été écrasée par ce métier qui est très difficile, impitoyable, et puis qui retrouve le plein épanouissement de son art en chantant dans sa cuisine. Devant son gardien d'immeuble. Oui, c'est son seul lien avec le monde extérieur, c'est le gardien d'immeuble. Donc c'est touchant, c'est un thème qui me tenait à cœur. Après, Brigitte, directeur d'agence, c'est vraiment sur le jugement hâtif. On finit l'entretien, on disait qu'effectivement, Brigitte, directeur d'agence, c'était... C'est chez les copains qui arrivent pour répéter. D'accord, c'est pas grave. Voilà. Oui, c'était sur une pièce sur le jugement hâtif. Oui, c'est ça, voilà. Sur un homme qui s'habille en femme. À l'époque, après, c'est pas... Il y a beaucoup de choses sur ce sujet, mais voilà. C'était vraiment raconter le jugement hâtif. Comment est-ce qu'on peut regarder quelqu'un qui se trouve dans la marge, et comment cette personne qui se situe dans la marge peut regarder aussi les autres. Donc voilà.
Et puis les Maurice Girls, c'était un petit groupe de music hall on en a qui parlé. a passé de 50 ans fait. et ils n'ont plus l'âge de leur spectacle, pas l'âge de la retraite. Et qu'est-ce qu'on fait quand le spectacle se termine? Allez, à part vieillir, Virginie Lemoine, quels sont vos projets? Enfin, à part ne plus vieillir, ah oui, c'est ça votre projet en fait, numéro 1. Là, avec Stéphane Laporte qui vient d'arriver, voilà, qui vient d'arriver, les auteurs de 31, finissons l'adaptation de Tempête en juin. Ouais. Avec Stéphane Laporte et Gaëtan Borg, voilà, je vais faire une lecture d'une pièce formidable qu'il vient d'écrire qui s'appelle Futur proche. D'accord. Je dois mettre en scène la nouvelle pièce de Stéphane Corbin. 31 donc. Qui était le compositeur de 31, voilà, qui s'appelle Nos années parallèles, qui se jouera en Avignon. D'accord. Je vais mettre en scène un autre spectacle, mais on est en train de finaliser les droits, donc l'auteur m'a dit de ne pas en parler, donc je n'en parle pas. Et puis on reprend Suite française, et puis en Avignon, et puis là je vais tourner, et puis je serai à partir de fin janvier sur la scène du Théâtre La Bruyère pour Comme en 14, avec notamment Marie-Vincent. D'accord, voilà. D'accord. Ben, ça fait pas mal ça déjà. Ça fait pas mal. Ok, merci Virginie. Merci. On se retrouve pour le dernier interview de avec janvier. plaisir. Merci beaucoup. Merci.